Bien, bah écoutez, merci Sébastien d'accepter notre invitation pour cet entretien avec notre association, donc IDNF. Alors IDNF, Initiative pour la défense de la nation française, c'est une association qui est jeune, alors un petit peu plus vieille que le syndicat agricole que vous venez de créer, mais nous l'avons monté en avril 2024 et notre objectif, c'est bien évidemment de défendre la nation française et bien évidemment plus particulièrement la souveraineté qui est aujourd'hui mise à mal par cette idéologie progressiste et mondialiste. Alors quoi de plus indiqué effectivement que de s'entretenir avec un membre du monde agricole. On ne le dira jamais assez, la souveraineté agricole a fait la richesse de la France. Hein, pour en paraphraser Sully, effectivement l'agriculture c'était bien les deux mamelles de la France. Donc, eh ben, nous invitons aujourd'hui Sébastien Béraud, qui est un militant engagé dans le monde agricole et qui a créé récemment un syndicat agricole anti-UE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et puis sur la création de ce syndicat? C'est à vous. Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Sébastien Béraud. Je suis agriculteur éleveur en polyculture élevage dans le 43 en Haute-Loire, entre Saint-Étienne et Clermont, à côté du Puy-en-Velay. Donc, ça fait depuis peut-être bien 30 ans que je me bats, mais plus précisément depuis bientôt un an où j'ai créé un compte TikTok et j'ai envoyé un petit peu la purée, on dira. Et donc, je suis monté 4 fois à Paris. Et la première fois, j'ai eu la chance d'être entendu sur CNews pour parler franchement. Et à la question qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver l'agriculture, je leur ai répondu le Frexit. Et depuis ce moment-là, j'ai fait beaucoup de médias indépendants au mois de février, puis de nouveau maintenant, parce que parce que l'agriculture française, elle est laissée pour compte depuis 30 ans, depuis qu'on est rentré dans la politique agricole commune. D'ailleurs, au départ, quand on y est rentré, on était la première puissance agricole européenne et la deuxième mondiale. Et aujourd'hui, paradoxalement, 70% de l'alimentation des Français est importée, intracommunautaire ou extracommunautaire. Et nous, les paysans, on crève. On crève la bouche ouverte parce qu'on n'est plus compétitif, parce que nous, on a des normes européennes à suivre, et tant mieux, sauf que l'Europe, elle laisse rentrer des produits, Hmm. notamment déjà du Mercosur, hein, parce que ça date pas d'aujourd'hui, le Mercosur, de la viande aux hormones, des sojas OGM, des lentilles au Roundup, j'en passe et des meilleurs. Donc, nous, on nous demande une traçabilité qui nous coûte énormément cher parce qu'on a un coût de main-d'œuvre supérieur aux autres pays, des normes environnementales et sociales. Et donc, on peut plus vivre. On a 2 morts, 2 suicides par jour, 70 exploitations qui disparaissent. Donc, on est à peine 350 000. Sachant que quand on est rentré dans l'Europe, on était 1 million. Donc la saignée est c'est même plus une saignée, c'est un agricide organisé par l'Europe. Donc je comprends pas qu'il y ait surtout que moi qui demande la sortie de l'Europe parce que c'est du bon sens paysan. On n'a Ouais. pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre ça. Ça coule de source. Alors justement, cette Europe, on parle souvent de la politique agricole commune. Il est vrai que, alors, elle est souvent amendée, elle est souvent réformée. Au tout départ, cette politique agricole commune, euh, elle répondait quand même à un objectif qui était assez précis, qui était plutôt noble, hein, puisque l'idée, c'était quand même de reconstruire. Ça correspondait à la reconstruction on va dire, de l'Europe et ça venait réaffirmer un petit peu cette souveraineté alimentaire, mais au niveau européen. Et puis, de fil en aiguille, euh, cette politique agricole commune a été, entre guillemets, victime de son succès initial et elle s'est retrouvée dans le jeu du libre-échange et des accords bilatéraux, en fait, puisque euh, les excédents ont été reversés, on a commencé à instaurer des quotas laitiers et quelque part, alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a l'impression que Bruxelles a cherché, j'ai tenté de dire, à fonctionnariser le monde agricole en maintenant des prix bas, en vous privant tout simplement
de cette faculté de pouvoir établir vos prix et tout compte fait de pouvoir vivre de votre métier. Est-ce que c'est un peu ça aussi l'idée de cette évolution de la PAC? Oui, on est devenu des jardiniers de la nature, mais sauf que on n'est pas revalorisé en fonction du temps de travail qu'on y passe. Parce que si tout le travail qu'on fait pour maintenir une nature belle, débroussaillée, si c'était des fonctionnaires vraiment en tant que tels qui le fassent, ça coûterait un pognon de monstre. Mais nous, on nous le fait faire parce qu'on est habitué à travailler, à faire beaucoup d'heures, à pas compter notre temps et à travailler sans gagner notre vie. Sauf que maintenant, on vit dans une société où on a des charges. C'est plus l'époque de mes parents où même qu'on gagnait pas beaucoup, on dépensait pas grand-chose. Sauf qu'aujourd'hui, on a des charges qui sont juste incroyables. L'électricité a été multipliée par deux. Le GNR, même qu'il est baissé, il est quand même très très cher. Les fermages de nos terres elles sont très chers. Et surtout, le matériel que nous achetons, Matériel, sur- oui. surtout en Europe, vu qu'il y a des normes avec l'AD Blue, beaucoup de capteurs électroniques on ne sait même pas pourquoi, parce qu'au final, ça nous multiplie le prix du tracteur par deux par rapport à des tracteurs qui sont vendus en Russie ou au Brésil. Et donc, en plus, ils sont pas fiables et la main-d'œuvre est très très chère. Donc, on n'arrive même plus à faire réparer notre matériel parce que on n'est pas là pour vous produire des biens de consommation au juste prix, parce qu'il fallait qu'on produise à pas cher pour que les consommateurs français puissent se nourrir à pas cher, pour qu'ils puissent une société vivre dans une société de consommation, avoir des loisirs, pouvoir acheter le dernier iPhone et compagnie. Donc, on a sacrifié le prix de l'alimentation. Donc, on en est tous responsables de cette merde là où on en est aujourd'hui. Aussi bien nous, les paysans, qu'on est tombés dans ce piège avec ces primes, sauf qu'au départ, les primes, elles compensaient la baisse des prix. Mais maintenant, vous voyez bien qu'on a une augmentation tellement folle des charges que les primes, au lieu d'augmenter, elles diminuent chaque année parce qu'on a beaucoup de personnes qui prennent des primes sur notre dos. Vous pouvez regarder sur Télépac, il y a beaucoup de communes, d'intercommunalités et compagnie qui touchent des primes PAC. Donc ça va au détriment de nous. Et donc, moi, je vais lancer un petit appel à nos copains agriculteurs parce qu'ils disent que si on sort de l'Europe, on n'aura plus de primes. Mais ça, c'est un leurre parce qu'aujourd'hui, la France, elle cotise à 27 milliards d'euros à l'Europe et elle en ramasse pour nous, les paysans, à peine 10. Donc, je pense qu'on pourrait toucher bien plus, mettons 15 milliards et en faisant une économie de 12, tout en n'étant plus dans cette Europe. Et on aurait la même mise sur les importations et sur les produits de consommation que nos consommateurs veulent consommer. Peut-être qu'il faudrait mettre une TVA sociale à pas cher pour qu'ils puissent se payer notre nourriture. Parce que moi, je ne veux pas les faire crever de faim, je veux qu'ils consomment français. Et là, on en arrive à un point où notre alimentation, elle part en Chine vers des gens qui ont un bon pouvoir d'achat, et les Français, ils sont obligés de consommer des produits avariés, importés, à pas cher. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus choquant? Alors, il y a la problématique de revenus des agriculteurs, mais il y a aussi tout ce que vous êtes amené aujourd'hui à faire pour exister. Et quand je dis à faire, bien évidemment, trop imprécis, mais toute cette gestion administrative, toute cette gestion des normes qui changent, est-ce que vraiment vous avez du temps à consacrer à votre métier tout compte fait? J'ai pas compris la fin de votre question. Est-ce que vous avez du temps, du coup, à consacrer à votre métier, tellement vous êtes noyé sous la paperasserie administrative et normative? Ben, en fait, c'est ce que je fais les week-ends, voilà, remplir des papiers. Normalement, le week-end, on devrait relâcher un peu le pied, nous, les agriculteurs, puisqu'on fait des semaines à 80, 90 heures. Ça dépend des moments. Mais on arrive même, des fois, l'été, à se coucher très peu. Mais donc, le week-end, on passe notre temps à remplir des papiers, des formulaires, des déclarations de tout ce qu'on fait. Quand on va labourer un champ, quand on le sème, il faut tout que ce soit déclaré, les animaux, quand ils naissent, tout ça. Mais ça, faire ça, si on était payé au juste prix, bon, si les consommateurs demandent une traçabilité, on pourrait dire c'est normal. Sauf que ça l'est pas, parce qu'on n'est pas payé au juste prix, bien au contraire. Et tout ce qui vient de l'étranger, ils remplissent aucun papier, eux, là-bas. Alors voilà, c'est bien Et ça. en fait, nos papiers sont remplis des papiers, des normes, pour vendre à l'étranger, qu'ils en ont rien à foutre de ce qu'on fait. Ce serait plutôt pour avoir une bonne traçabilité en produisant du local, pour consommer local, pour nos Français. Eh ben non. En fait, c'est juste une charge de travail pour nous, comment dire, pour nous limiter les primes. Parce que si on le fait pas, ils nous enlèvent des primes. Donc on est Oui. obligé de le faire. Si on le Enfin, fait pas, on va encore gagner moins, alors qu'on gagne déjà rien. alors ça, c'est une stratégie qui est connue depuis longtemps, et notamment vis-à-vis de l'administration fiscale, c'est-à-dire que les lois de finances accordent des droits
aux contribuables. Droit d'ailleurs, on est le seul pays au monde à faire ça, un droit dont il ne faut pas abuser, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez ce fameux comité d'abus de droit. On n'a pas le droit d'abuser d'un. On ne peut pas abuser d'un droit qu'on nous a donné. C'est assez comique, mais c'est assez étonnant effectivement que dans notre pays, on, on- on- on crée des droits et au niveau de l'administration, on fasse tout pour que le moins de personnes puissent bénéficier de ces droits. Et donc justement, en noyant de papiers, de formulaires, pour ceux qui aiment bien les dessins animés, bah, c'est l'histoire des 12 travaux d'Astérix. Où on lui demande pour obtenir un laissez-passer X documents certains, dont certains n'existent pas. Enfin, c'est vraiment c'est la gabegie administrative. Mais ce qui est surtout choquant, je trouve, ces derniers temps, avec bon, l'accord éventuel du Mercosur, accord éventuel, c'est tenté de dire que les dés sont déjà joués, mais c'est qu'on a quand même l'impression que la concurrence à laquelle vous allez devoir faire face, c'est une concurrence déloyale. On a déjà eu l'exemple de l'accord du CETA, où des biens, des produits venant du Canada ou des États-Unis n'obéissaient pas aux mêmes normes, ne serait-ce que sanitaires. Et pourtant, bah, voilà, ils inondent notre marché. Ils sont certainement moins contraints que vous. Là, on a l'impression que l'histoire va se répéter. Et ce qui est surprenant, c'est que justement, la population ne prenne pas suffisamment compte bah, de ce qui s'est déjà déroulé dans le passé et qui va encore certainement survenir. Est-ce que ça, il y a un moyen quand même, avec bon, les manifestations qui ont lieu en ce moment, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir inverser cette tendance? Non, pour moi, non. Non, parce que on a des accords signés avec 88 pays, je crois, dans le monde, et on sait très bien que tous ces pays n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Et le français, aujourd'hui, je pense que c'est là qu'il faut qu'il se réveille, qu'il faut qu'il prenne conscience que s'il continue à consommer des produits importés sans normes, il va avoir de graves maladies, des cancers, beaucoup, beaucoup de cancers. Et bon, je ne veux pas dire que nous, on est irréprochables, mais si on se mettait tous autour d'une table et décider de l'agriculture demain, je pense que à tout problème, il y a une solution. On y arriverait encore. Mais c'est urgent parce que là, on est en train de perdre nos terres déjà qui sont vendues à l'étranger, nos terres qui partent pour faire de l'énergie verte sous forme de panneaux solaires. Vous allez voir, il va y avoir des grands champs de panneaux solaires. Ceux-là, ils vont plus produire. Beaucoup de colza, de tournesol, de céréales pour faire des biocarburants ou pour faire la méthanisation. Sans oublier qu'on a un département qui disparaît tous les 10 ans pour des infrastructures routières immobilières. Donc là, on est limite en capacité d'alimenter notre peuple. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent les devants, qui veulent vous faire consommer de la farine d'insectes, qui veulent mettre l'intelligence artificielle pour vous fabriquer des steaks en multipliant les cellules souches. Mais tout ça, je suis sûr que le consommateur, il est contre. Mais le problème du consommateur, c'est que souvent ses revenus, ils augmentent pas et il veut continuer de bien vivre, d'avoir des vacances, d'avoir la dernière voiture, le dernier iPhone. Donc à un moment donné, il va falloir choisir si on veut continuer d'être dans une forme de bien vivre d'une société de consommation ou si on veut vraiment consommer de la bonne viande, des bons produits agricoles, quitte à en manger, en consommer peut-être moins souvent, mais consommer français. Alors, Et c'est comme ça qu'on va sauver notre France. Et puis, pour en revenir à la surtransposition de toutes ces normes, de tout ce qu'on fait, moi, je trouve que c'est quand même un peu limite, parce que quand on voit que l'État français, depuis de nombreuses années, il vote des budgets négatifs et qui fait rien de droit dans ses institutions, voilà, c'est vraiment, on est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, et le pot de fer, il a le droit de faire ce qu'il veut. Tandis que nous, on n'a pas le droit à une erreur parce qu'on a beaucoup de contrôle, on a des gens qui viennent déjà qui connaissent pas trop notre métier, que ce sont des fonctionnaires qui sont là à vie et souvent qui n'ont pas été capables de pouvoir faire agriculteur chez eux. Et je pense que ça va mal se terminer l'affaire parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont à bout du rouleau. Et à mon avis, à force d'être contrôlés, c'est comme les gendarmes quand ils vous contrôlent, qui veulent vraiment vous trouver quelque chose, ils vous le trouveront. On n'est jamais en règle. Et là, en agriculture, c'est pareil. On peut jamais être en règle parce que ça évolue tous les jours. Nos troupeaux, on a des pertes, on a des naissances, on a des ventes. Voilà. Il faut boucler le veau, mettre une boucle au veau décliner, mais des fois, on n'a pas le temps. Si on est en pleine fenaison, en pleine moisson, donc il suffit qu'on ait un contrôle et qu'on ne l'ait pas fait, ça y est. On a des vaches qui perdent les boucles dans les prés, mais des fois, on n'a pas le temps d'aller attraper la vache pour remettre la boucle. Ça, il faut être sur le terrain pour le comprendre. Donc, si mais jamais vous avez un contrôle,
hop, ils vous mettent une prime, Une prime. une contravention. Mais Ah, même à l'avenir, ils n'auront même plus besoin de venir chez nous parce qu'ils vont tout voir ça par satellite avec l'intelligence artificielle. Ils arriveront à différencier une graine de trèfle d'une graine de luzerne, même sans se déplacer. Donc, on est constamment fichés, on est des fichiers S, et pourtant, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des bandits, on vous nourrit. Et c'est dégueulasse parce qu'à force de faire ça, ben, moi j'ai beaucoup de collègues qui arrêtent de produire des biens de consommation, ils vont produire de l'énergie verte parce que là, il n'y a pas de contrôle, parce que il faut arriver à 30% d'énergie renouvelable avec l'Europe. Donc c'est ouvrir les vannes à fond et c'est pas normal. Voilà. on s'était connus en janvier dernier lorsqu'il y avait eu la première manifestation des agriculteurs sur fond de crise en Ukraine. Hum, à ce propos, juste pour que nos auditeurs aient une idée, un ordre de grandeur du poids de la France et du poids de l'Ukraine et puis aussi de l'Europe. La surface moyenne agricole en Europe, c'est à peu près 17 hectares. La France, on tourne de un peu moins de 60 hectares. En Ukraine, c'est plus de 1000 hectares. Donc, il y avait un vrai danger. Il y a toujours un vrai danger, effectivement, à voir arriver l'Ukraine en Europe, parce que ça viendrait forcément déstabiliser cette fameuse politique agricole commune. Bon, un certain nombre de mesures avaient, en tout cas, été dans les tiroirs et le gouvernement Attal s'était engagé à ce que un certain nombre donc, de mesures puissent être correctives, puissent être mises en œuvre face à la colère des agriculteurs. Est-ce que, allez, 10 mois après, est-ce qu'il y a eu effectivement une amélioration sur certains points de la condition des agriculteurs, et notamment en matière de revenus ou de prix? Il y avait un problème de partage avec les centres commerciaux. Enfin, Mais non, pour la simple et bonne raison, c'est que le gouvernement Attal a sauté. Là, on a un gouvernement Barnier, peut-être dans 3 semaines, il ne sera plus là. Donc, chaque fois que ça change, eh ben, tous les dossiers qui sont en cours, ils vont au panier. Et de toute façon, c'est pas le gouvernement français qui va changer quoi que ce soit à nous, c'est voilà, l'Europe. voilà. Et la preuve en est, c'est que cette année, on a eu des récoltes très mauvaises en rendement en blé. Normalement, les prix auraient dû augmenter quand on a moins d'offres que de demandes, mais ils sont très malins. Parce que vu qu'on balance pour des milliards de subventions à l'Ukraine en armes, eh bien, en contrepartie, on fait rentrer des grands paquebots de blé de 80 000 tonnes qui arrivent à Brest, là-haut, à des prix défiant toute concurrence pour éviter que les agriculteurs ils aient une hausse du prix du blé. Donc, en faisant toutes ces importations de blé ukrainiennes, eh ben, ça nous laisse des prix bas. Et ce qui est vraiment le pire dans tout ça, c'est que Rousseau, le président de la FNSEA, qui est le président du groupe Avril, il a intérêt à faire entrer du blé à pas cher Voilà. pour pour permettre aux coopératives françaises qui avaient été créées par mes grands-parents, qui ne sont plus des coopératives, qui sont des multinationales, à gagner très bien de l'argent. Parce que le blé qui rentre à 180 euros d'Ukraine, il va être revendu chez des éleveurs de porcs ou de vaches à 300. Donc, ils gagneront encore mieux leur vie en important des produits sans normes d'Ukraine ou d'autres bouts du monde. Et ça, c'est la financiarisation de l'agriculture. Et ça va dans les caisses de Rousseau, qui est le président de la FNSEA. Donc, quand je vois que les agriculteurs, surtout les jeunes, ils vont manifester avec la FNSEA, mais il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils comprennent qu'ils vont manifester avec leur bourreau, avec le gars qui les emmène à l'abattoir. Parce que si on achetait du blé aux Français, aux céréaliers, qu'on le revendait pour l'élevage, on arriverait à trouver des monnaies d'échange parce que nous, en plus, on a du fumier dans nos exploitations. Et eux, au lieu de faire céréales sur céréales, ils pourraient nous faire de la protéine pour nos animaux, au lieu qu'on fasse rentrer du soja OGM par millions de tonnes du Brésil. Donc, il faut qu'on arrive à trouver en adéquation le monde du céréalier avec le monde de l'élevage, en autonomie franco-français. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Parce que comme on fait là, tout le monde va crever. Jusqu'à présent, les céréaliers s'en sont bien tirés parce que la FNSEA, c'était plutôt le syndicat des gros céréaliers. D'ailleurs, Rousseau, il a 700 hectares. Et il est très malin parce qu'il a fait plusieurs sociétés pour toucher un maximum de primes via l'Europe. Mais tout ça, bon, lui, il s'en fout, lui, tout ce qu'il ramasse à côté, il est sauvé. Mais il a de ses copains à côté de chez lui, ils vont avoir du mal à s'en sortir avec toutes ces céréales ukrainiennes qui rentrent. Et tout ça, il faut bien que les syndiqués de la FNSEA comprennent qu'ils sont trahis par Rousseau et ses copains, avec toutes ces importations voulues. Moi, je ne crois pas une seule seconde quand Rousseau il dit qu'il est contre le Mercosur. Il ne peut pas être contre, parce que c'est ça qui va lui permettre à son grand groupe de gagner de l'argent et d'être bien coté en bourse
Le problème, c'est la bourse. Il faudrait interdire que les produits agricoles ils soient cotés en bourse. Parce que la spéculation et le marché à Chicago fait que nous, les paysans français, les paysans en Haute-Loire ou dans les zones de montagne, on crève parce qu'on ne peut pas rivaliser avec des pays comme le Brésil qui arrivent à faire 3 cultures la même année dans la même parcelle. Et nous, quand on en fait une, déjà, on est content. Donc, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais il faut savoir qu'un gars comme Rousseau, c'est comme si c'était lui le ministre de l'Agriculture. C'est lui qui décide de tout, parce que c'est lui qui a le pouvoir financier. Aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, c'est celui qui détient les cordons de la bourse qui décide de l'avenir. C'est ça le problème. Et tant que les agriculteurs n'auront pas compris ça, eh bien, on pourra manifester nuit et jour, aller mettre des pneus, de la paille devant la MSA et compagnie. Ça ne changera rien. La seule solution, c'est de bloquer le système financier à Paris et l'Europe, de bloquer les grands médias qui disent pas la vérité. D'ailleurs, ils m'ont plus réinvité. Et il faut couper les vivres aux racines du mal. C'est l'Europe le mal. Donc sortir tous avec des panneaux Frexit, demander tout de suite la sortie de l'Europe, parce que rien qu'en faisant ça, sans le faire, je suis sûr qu'on fait plier l'Europe. Parce que la France, elle a créé l'Europe avec l'Allemagne. Et on sait très bien qu'avec le Mercosur, si la France disait ça, on fait péter l'Allemagne. Parce qu'en Allemagne, on voit très bien que les agriculteurs, ils veulent pas du Mercosur, mais on voit très bien que le gouvernement ne peut pas faire autrement parce que l'économie industrielle de l'Allemagne, avec toute son industrie de voitures, ils sont obligés de signer le Mercosur pour vendre leurs voitures au Brésil. Sauf que les Brésiliens, moi j'y suis allé il y a un mois et demi, ils sont pas plus cons que la moyenne. S'ils peuvent faire entrer des voitures made in Chine 2 fois moins chères que les voitures allemandes, ils vont pas se gêner. Donc j'ai l'impression qu'on va se prendre ce Mercosur pour sauver l'Allemagne, sauf qu'au final, on va tuer l'agriculture européenne et les Allemands n'arriveront pas mieux à vendre leurs voitures parce que leurs voitures, elles sont bien trop chères, parce que l'euro, c'est une catastrophe, parce qu'on n'est pas compétitif avec cet euro puisqu'il est basé sur le dollar. Et l'avenir, c'est les BRICS, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Voilà. Comme par Et hasard. tout ça, c'est de la géopolitique. Moi, simple paysan, je le comprends avec mon bon sens paysan. Vous n'allez pas me faire croire que tous ces francs-maçons qui connaissent mieux la politique que moi ne le savent pas. Donc tout ça, c'est juste pour nous faire disparaître les agriculteurs et vous, le peuple de France, parce qu'ils veulent plus du drapeau bleu, blanc, rouge. Ils veulent du drapeau bleu à étoile jaune. Et ça, c'est pas normal. On va devenir une province de l'Europe alors qu'on veut pas. C'est comme les régions qu'on a fait disparaître. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on parlait le patois dans toutes les régions de France. Chaque région était nationaliste. Ils étaient fiers de ses racines et de ce qu'ils avaient fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de fierté. Qu'on soit en Alsace ou en Pays Basque ou en Bretagne, tout ça, ça a été effacé par les institutions mafieuses. Et ils veulent faire pareil avec nous, la France, les Français, les Allemands, les Italiens. Et je pense que ça, c'est un drame. Et on va le payer très, très cher un jour parce qu'on aura une famine. Parce qu'on n'est pas à l'abri un jour qu'il y ait plus d'importation suite je sais pas, un véritable virus ou à une guerre ou à une éruption volcanique ou même le CETA ou le Mercosur, ils peuvent tout à coup se mettre à vendre de leur production agricole en Inde ou j'en sais rien où et nous boycotter, nous, l'Europe. Mais vu qu'on sera plus en capacité de vous nourrir parce qu'on aura perdu nos paysans et le peu qui resteront, ils seront là pour fabriquer de l'électricité, pour charger votre portable ou votre voiture, eh bien, on va manger quoi? On va manger quoi? Des rats dans les villes? Parce que nous, dans les campagnes, on y arrivera toujours, tant bien que mal. Mais les villes où il y a, comme à Paris, des millions de personnes, où il leur faut 25 000 tonnes par jour pour nourrir Paris, vous imaginez la quantité d'alimentation qu'il faut si on l'a plus? Mais ça va être la guerre civile. Donc moi, je veux éviter tout ça. Voilà, moi, je suis un simple paysan qui a du bon sens. C'est pour ça que je suis très suivi, parce que mon discours, chaque Français se sent concerné, parce que tous les Français, ils ont des parents, des grands-parents, ou des arrière-grands-parents qui étaient paysans. On sort tous de la paysannerie. Sauf qu'aujourd'hui, notre vocation de paysan au sens noble est en train de disparaître par des agriculteurs pour fabriquer l'énergie verte. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire tout l'inverse. On est dans les valeurs inversées, mais à tous les étages de la société. On le voit bien, tout ce qui se passe avec l'éducation sexuelle, avec le wokisme. C'est grave de ce qui se passe. On a perdu notre foi parce qu'on est rentré dans un système politique où on nous a fait croire à certaines choses, mais ça n'a jamais été des religions, tout ça. Je pense déjà qu'il faut qu'on retrouve notre foi et notre spiritualité pour combattre le mal. Parce que nous, on est la lumière, eux, ce sont le mal. Non, mais j'adhère complètement à ce que vous venez de dire. C'est la démonstration la plus évidente qu'on a sacrifié notre bien commun sur l'autel des intérêts privés. Et malheureusement, tant qu'on aura tous ensemble, on n'aura pas pris conscience de ce phénomène-là, ce sera quand même très très compliqué de pouvoir justement faire en sorte qu'on redevienne souverain et qu'on
et surtout qu'on puisse se prémunir contre les risques que vous venez d'évoquer, parce qu'effectivement, on a oublié une chose, en allant s'approvisionner dans les centres commerciaux où on voit à profusion toutes ces marchandises, tous ces produits. On a l'impression que ça tombe du ciel, comme si en définitive c'était sans limite, mais ainsi ça a ses limites, la Terre a ses limites, et, euh, et on n'est pas bien évidemment à l'abri que demain on puisse se retrouver avec moins de produits. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsqu'il y a eu la période Covid, on a été en manque de certains produits parce que tout simplement des produits de base qu'on fabriquait, qu'on produisait chez nous, eh bien, on était censé aller les chercher au Canada, notamment je pense à la moutarde. Enfin, ça m'avait fait rigoler à l'époque parce que j'étais à son lieu de m'imaginer que la moutarde, on allait la chercher là-bas. Donc, ça montre bien toutes les limites du système actuel et de cette globalisation des marchandises et de l'économie. Euh, En deux mots, vous pouviez nous revenir sur la création de votre syndicat, parce que vraiment, bon, c'est ça qui va vraiment qui vous démarque en fait des FNSEA ou autres. Vous pouvez nous le décrire, nous dire quelles actions vous allez mener prochainement sur le terrain, j'imagine, dans les idées, dans les médias. Bon, déjà, comme vous avez pu le voir, donc j'ai été pas mal médiatisé. Donc j'ai fait un rassemblement chez moi en Haute-Loire au mois d'avril. J'en ai refait un autre la semaine dernière. Et on a parlé de ce qu'il fallait faire pour pouvoir combattre le mal. Et donc, voilà, on a fait des boîtes à idées et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se structure. Et on voulait on voulait se structurer en association parce que moi, pour moi, le mal, c'est les syndicats, c'est l'opposition contrôlée parce qu'ils sont financés par l'État. Sauf qu'une association aurait été très vite dissoute parce que s'ils veulent la dissoudre, ils la dissoudent très très vite. Par contre, un syndicat, il ne peut pas le dissoudre. Donc, malgré que j'aime pas les syndicats, on a été obligé de faire un syndicat Verte France. Pourquoi Verte France? Parce qu'on veut que l'agriculture continue, que la France reste verte et que ce ne soit pas des buissons qui poussent. Donc, nous, on refuse toute aide financière de l'État. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne va pas aller aux élections chambres pour pas être financé. Et on est surtout, on ne veut pas être rattaché à un parti politique, comme peut l'être la Confédération paysanne avec les partis de gauche, avec le monde animaliste et le monde environnemental, avec des lobbies. La coordination rurale est plutôt rattachée au RN et à Zemmour, et la FNSEA avec les jeunes agriculteurs, bien entendu, au LR et à Macron, à l'Europe et à la mondialisation. Donc nous, on est à fond pour le Frexit. On veut garder notre souveraineté, notre nationalisme français, garder notre agriculture paysanne. On ne veut pas de l'agriculture agroalimentaire industrielle. Et on est surtout un syndicat qu'on ne veut pas que défendre le monde paysan, on veut défendre la France profonde. Donc on demande à ce que tous les patriotes français, en fait, nous, on veut rassembler ce que n'ont pas été capables de faire Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan et compagnie. On veut rassembler les patriotes, les souverainistes français pour garder ce drapeau au travers de l'agriculture. Et le pilier de notre civilisation qui va nous faire disparaître, ça doit être l'alimentation produite au plus proche du lieu de consommation au travers des circuits courts pour vraiment parler d'écologie et pas d'escrologie. La véritable écologie, c'est de produire français pour nourrir français. Donc, on veut que tout ce syndicat, tous ces gens qui vont nous rejoindre, ils soient là pour défendre la paysannerie et que ce soit le socle commun, cette paysannerie, et qu'on redresse la France à partir de notre terre mère, notre terre nourricière qui a toujours été là et qui doit être là demain. C'est pas avec l'intelligence artificielle qu'on doit vous nourrir demain. C'est pas avec de la farine d'insectes qu'on n'a pas forcément les enzymes et le tube digestif pour le digérer. Voilà. Donc il faut rester les pieds sur terre, garder notre bon sens paysan et foncer droit devant. On a un objectif, c'est sauver notre France. On dirait que c'est pas grand chose, mais pour moi c'est essentiel. Moi je pense souvent à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents qui se sont battus dans les tranchées pour garder notre France, pour pas que les Boches la prennent. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en est au même point. On est en train de se la faire enlever par l'Europe, par les mondialistes. Et ça, c'est très grave parce qu'on est en guerre, mais c'est une guerre sournoise. On ne va pas passer les bombes au-dessus de nos têtes. Non, Mais c'est une guerre économique. ça fait autant de morts, autant de morts. La preuve en est, c'est qu'on a 2 paysans par jour qui se suicident et 70 qui disparaissent. Donc le désastre va être autant important. On va avoir un champ de ruines comme en 45 si on les laisse faire. C'est ça qui est grave, parce qu'on sera plus en capacité de nous nourrir. Comme en 45, on n'était plus en capacité de nourrir la France. Donc il a fallu vraiment mettre les bouchées doubles
Et tout le monde s'est mis à produire parce que nos mamans, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont eu du mal à produire pendant que leur mari était à la guerre. Mais ils y sont arrivés. Donc nous, on doit le faire pour eux, pour l'avenir de nos enfants. Très bien. Bah, écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin. En tout cas, on partage vraiment le même combat, puisque notre idée à nous aussi, bien évidemment, c'est de réaffirmer notre souveraineté et effectivement, au regard de ce qui se passe, de toutes les mesures qui sont prises au niveau de l'Europe, bien évidemment, on ne peut que apprécier le discours que vous venez de tenir. En tout cas, merci à vous. Et puis, Merci à vous. bah, je vous dis à très bientôt. Continuons le combat. Envoyez-moi bien le lien pour que je le partage sur tous mes réseaux. Ce sera Dès avec que vous plaisir. l'aurez. Merci Bien. beaucoup. Merci Merci. à vos auditeurs et on va y arriver. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Bon, bah, c'est bon ça. Voilà, je pense que si vous faites pas des vœux avec ça, j'y comprends rien.